Bonjour à tous! J'imagine que vous êtes, en vacances ou presque. C'est vrai qu'il fait beau, c'est agréable, un peu de fraîcheur aussi, c'est super sympa. Aujourd'hui, j'évoque un sujet, d'actualité qui concerne, toutes les familles, quasiment tous les individus. Il s'agit du téléphone et essentiellement le téléphone en lien avec nos adolescents. Je vais faire au départ, quelques va-et-vient entre le téléphone et l'argent, puis je vais, au fur et à mesure aborder, cette relation, entre ce téléphone et les adolescents. Quel que soit l'outil, il est là pour notre progression. Il est là pour faire progresser nos émotions, pour nous faire progresser en amour, pour qu'on apprenne à aimer notre univers, car celui-ci, est dans notre conscience. Via nos 5 sens, via notre sixième sens. Quel que soit l'outil, le téléphone, c'est comme l'argent, c'est un principe d'échange qui est la relation entre 2 pôles, toi et moi par exemple, mais aussi entre plusieurs pôles, entre lui et les autres. Le téléphone en effet, c'est comme l'argent, c'est seulement un outil. Le plus important à comprendre, c'est de savoir que c'est ce qu'on pense de lui, le téléphone, cet outil, qui fait de lui ce qu'il est, puisque la pensée est créatrice. Plus il y aura des individus qui mettront des égrégores négatifs, le collectif mettra des égrégores négatifs dans cet outil. Plus il y aura des pensées créatrices, des paroles créatrices, des actions créatrices négatives qui sont de l'énergie, ce sont des énergies qui vont se diriger dans le téléphone. L'outil est une énergie neutre à la base. Mais tout dépend de la manière dont l'individu, l'humain, va l'utiliser. Quelles que soient les technologies, elles avancent de manière constante, fulgurante, qui nous donne cette impression d'être dépassés. Nous ne comprenons pas, nous n'arrivons pas à gérer ces technologies dans la manière dont nous devons nous en servir, dans la manière dont nos adolescents doivent s'en servir, etc. En effet, le téléphone, dans ce qu'on peut entendre autour de nous, ce qu'on peut dire nous aussi, chez nous, au sein de nos familles et cetera, on dit souvent que le téléphone est fautif, que c'est une plaie, que c'est, une technologie, qui détruit, que c'est une technologie qui hypnose. Je ne dis pas que c'est faux, que c'est vrai. Mais en évoquant tous ces mots, fautif, plaie et cetera, ce sont des jugements de valeur. Les jugements de valeur appartiennent à l'ego, parce qu'on s'identifie à l'ego. C'est bien le rôle que joue l'ego quand il rejette la faute sur cet outil, quand il rejette la faute sur l'autre, sur les choses. Il rejettera toujours son univers, par peur de prendre ses responsabilités, par peur de se regarder lui-même. Alors oui, on peut dire aussi que ceux qui ont mis le téléphone ou certaines technologies ou l'argent dans les mains des gens manipulent l'argent et ont fait en sorte que cet outil soit à la fois ce qui semble être essentiel, prioritaire, tout comme l'argent, et en même temps à la fois celui qu'on déteste. En effet, le téléphone, tout comme l'argent, on en a besoin, c'est devenu quelque chose qui fait partie du quotidien. On en a besoin parce que bah, l'argent, en effet, ça nous sert à acheter de la nourriture, des vêtements, etc. Le téléphone est un moyen de communication aussi, tout comme l'argent est un moyen de communication, mais tout dépend toujours de notre identification. Est-ce que notre identification va être celle de l'ego ou celle du centre, cette présence universelle que nous sommes réellement au sein de notre cœur, c'est cette lumière, c'est cette présence universelle, c'est ce supramental, comme diraient d'autres, cette supraconscience. Il y a beaucoup de mots et chacun peut employer le mot qu'il souhaite. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans ces deux polarités? C'est-à-dire, on va dire que le téléphone
Il est sympa, il me sert à faire ci pour mon activité professionnelle, il sert à appeler ma famille à de l'autre côté, qui est à l'autre bout du monde et en même temps, je vais le détester parce que, en fait, mon fils, mon enfant, ma femme, mon chéri, peu importe, ma mère et cetera, est hypnotisé, je n'arrive pas à lui faire entendre quoi que ce soit. Déjà, une première chose, surtout quand il s'agit des adultes forcément, donc on peut apporter, un conseil, on peut apporter des éléments intéressants, mais si la personne n'est pas prête, si la personne n'est pas à l'écoute, on ne peut rien faire puisque de toute façon, on fait face à un mur. C'est comme dire à quelqu'un: «Il faut absolument manger du végan» ou ne plus manger de la viande. S'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Son âme n'est pas prête. Un adolescent, ça peut être encore différent parce qu'il est encore en construction, en pleine croissance, non seulement physique, mais physiologique et puis, mentale et spirituelle quelque part. Pour revenir à ces 2 polarités, j'aime et je n'aime pas, tout comme l'argent, tout comme autre chose. On est paradoxal. On peut pas avoir un pied dans l'eau froide et un pied dans l'eau chaude en même temps. On est dans la dualité. Cette dualité est intérieure. Et pourquoi il y a ce paradoxe? Pourquoi il y a cette dualité? Cette résistance? Ce mur? Parce qu'on s'identifie à l'ego. En effet, on le considère comme un poison ou comme un Graal. Mais n'oubliez pas que c'est ce qu'on pense de lui qui fait de lui ce qu'il est. Rien d'autre. Quand on dit on l'aime et on ne l'aime pas, alors cet outil ne peut être ce qu'il doit être. Car à force d'avoir des pensées négatives sur lui, on envoie à l'intérieur de son enveloppe l'énergie qu'on y met, tout simplement. On peut dire aussi qu'il y a ceux, alors je dis ceux pour voir large, voire même il y a des énergies qui ont permis que cet outil soit vu comme une plaie au sein des familles. C'est faire en sorte que ces familles, ces parents, les individus, peu importe, restent bien identifiés à leur ego, qui soient aussi dans l'ignorance et qui continuent d'avoir peur afin de les maintenir dans des basses fréquences et que les discordes avec leurs adolescents ou quelqu'un d'autre de la famille se perpétuent. Avec cette ignorance, c'est l'ignorance de savoir qui nous sommes réellement. C'est encore une fois tout remettre à l'extérieur, tout rejeter à l'extérieur pour ne pas se regarder à l'intérieur. Se regarder à l'intérieur, c'est s'observer. Observer ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. C'est observer la relation dans laquelle on est. C'est prendre le regard de l'aigle. C'est avoir de la hauteur. Avoir de la hauteur comme un aigle qui vole en haut, mais c'est aussi être dans son centre, c'est se recentrer dans sa colonne vertébrale, au sein de sa poitrine, au centre de sa poitrine. Tout comme l'argent, le téléphone n'a rien demandé. Il est juste là, en tant qu'outil technologique, faisant partie de notre période terrienne, on va dire, qui va aussi aller qui va être toujours en constante évolution et qui va évoluer et qui évolue d'ailleurs en même temps que la conscience évolue elle-même. Je parle de la grande conscience. Je ne parle pas de cette, comment dire, il y a cette grande conscience qui évolue. Et les technologies font partie de la conscience, à l'intérieur de soi. Mais comme on est identifié à l'ego, donc on se sent éloigné de ces technologies, de cette conscience. On se sent éloigné de la compréhension de ces technologies, de la compréhension de la conscience. Le téléphone, il est là. Il est inévitable. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, enfin,
se poser la question, comment le regarder autrement? Se désidentifier de l'ego pour se retrouver au centre, c'est une observation constante et permanente de nos attitudes afin de reprendre nos responsabilités dans nos attitudes. En effet, l'ego veut rejeter toujours à l'extérieur, il rejette toujours la faute sur les autres ou sur les choses pour ne pas prendre ses responsabilités. Et en effet, il ne peut pas prendre ses responsabilités parce que ce n'est pas l'ego qui prend ses responsabilités, puisque l'ego est aussi un outil. Ce corps physique est un outil pour pouvoir être incarné, pour pouvoir évoluer en amour. Ce n'est pas l'ego qui est responsable. C'est le je suis, c'est ce centre, c'est ce cœur qui est responsable. C'est revenir ici, dans ce présent. Alors comment le regarder autrement? Donc regardez-vous, écoutez-vous, entendez ce que vous dites. Et regardez aussi la personne qui utilise cet outil, parce que vous êtes dans cette relation avec cette personne. Pour venir aux adolescents, que voyez-vous, parents, chez votre adolescent? On peut remarquer, à première vue, qu'il est souvent sur son téléphone et qu'il est ingérable, que le téléphone est ingérable, que cette relation est ingérable. D'autant plus qu'il est dans sa période d'adolescence, sûrement en crise aussi. Cet adolescent quitte la traversée de son enfance. Il est sur le pont. Il est en chemin sur ce pont entre ce passé, son présent et son futur qui est celui de découvrir au fur et à mesure le monde des adultes. Mais en réalité, tout ce cheminement se passe en simultané. Cette fin de traversée de l'enfance et ce début de traversée de l'adulte se fait, ces deux traversées se font en même temps. Et qu'est-ce qui se passe? Il perd peu à peu son enfant intérieur, son innocence, sa joie, pour aller dans le monde des adultes, avec des schémas bien précis, des limites bien précises, des croyances de plus en plus présentes via tout un tas via l'éducation, quelle que soit l'éducation, via les institutions, la société, etc. Et donc il est en bouleversement, cet adolescent plus ou moins, de cette dissociation qui est en train de se faire entre son enfance et le fait de devenir adulte. Il n'a pas envie d'être enfant, mais il n'a pas envie non plus d'être tout de suite adulte. Et nous, parents, on voudrait qu'il soit encore un peu enfant, parce qu'on voudrait qu'il soit encore accroché à nous, et en même temps, on voudrait qu'il soit responsable et qu'il devienne un peu plus adulte. Une grosse dualité liée à l'ego. Et donc un paradoxe total de nos pensées, de notre façon de voir et de vivre les choses. Il y a donc cette dualité, cette peur et donc cette ignorance. Alors il vit sa crise. Cette crise, c'est une ébullition de son ego en construction. Et qui est toujours en construction tout au long de notre vie. Mais du moins, cette période, elle est puissante. Tout ça, c'est pour dire aussi que l'adulte a perdu en effet son enfant intérieur. Pour certains, ce n'est pas le cas. L'adulte a perdu, plus ou moins, son innocence et sa joie. Et comment peut-on réguler cette histoire, toutes ces histoires que je raconte? Chacun peut trouver sa voie. Chacun peut trouver ses clés, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles du voisin et qui n'auront pas forcément la même couleur et la même forme. L'adolescent découvre en réalité cette chose, cet ego, même s'il ne comprend pas exactement ce mot, mais il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il a envie de s'affirmer, il a envie de prendre sa place.
Mais il sent qu'il ne peut pas, parce que déjà il est chamboulé dans son être intérieur, plus dans les relations avec ses parents. Mais dans la société dans laquelle on est actuellement, bien qu'elle soit en progression vers la désidentification de l'ego, il y a quand même encore cette présence de cette identification de l'ego. Et donc, cet adolescent va s'identifier de plus en plus à cet ego pour lâcher tout ce qu'il était jusqu'à présent, c'est-à-dire son centre, son cœur. Quel que soit l'individu, et même pour nos adolescents, la première chose, une chose dont il, comment dire, une chose qui est importante à prendre conscience, on va dire, c'est déjà soi-même s'observer en tant qu'adulte, en tant que parent, voir un petit peu ce qui se passe entre notre ego et notre centre, pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir, comment dire, intégrer, l'expérimenter, l'intégrer et le restituer ensuite à nos adolescents, pour qu'ils puissent, eux aussi, comprendre ce qui se passe. Et ce n'est pas évident, parce qu'il y a des millénaires d'identification à l'ego. Mais ce n'est pas grave. L'objectif, c'est de faire pas à pas ce qui est nécessaire, ce qui nous amène vers la légèreté, ce qui nous amène vers la paix, une relation plus harmonieuse avec nos adolescents ou vos adolescents. Donc cet ado, qui était un enfant innocent, vivait dans son cœur. Et aujourd'hui, quand il vit son adolescence, il doit se confronter à ces deux traversées en simultané. Alors forcément, ce qu'il vit est une crise, et à cela s'ajoute la crise parentale. Le parent qui pleure de ne plus avoir son bébé, et qui pleure parce que son adolescent n'est pas assez grand, et que celui-ci doit tout de suite être dans une fréquence d'adulte. Dur pour l'adolescent de vivre ces deux crises. Et bien évidemment pour le parent aussi. Alors que se passe-t-il? Chacun reste dans ses retranchements. Chaque parent a le choix de continuer à être dans cette résistance, ou alors d'accompagner son adolescent, plutôt que de rester dans ses décisions fermes et limitées, avec ses propres croyances. Bien sûr, il y a un cadre à apporter. Et ce sont des ajustements à réaliser. Et ça se fait à chaque instant présent. L'ajustement d'aujourd'hui que je réalise pour encadrer mon adolescent ne sera pas forcément le même demain. C'est ça le plus compliqué. C'est ça peut-être aussi le plus difficile à comprendre. Que le cadre n'est pas quelque chose de figé. Nous ne sommes pas figés. L'ego n'est pas figé, puisque nous sommes toujours en chemin. Nous sommes toujours en évolution, puisque nous sommes l'évolution elle-même. Le lieu familial doit être un cocon, une sérénité pour l'adolescent en pleine mutation. Et oui, je sais que ce n'est pas évident. Tout ce que je dis ici, ce sont des prises de conscience récentes que j'ai prises, que j'ai eues, et qui me permettent d'avancer, qui me permettent de sortir de certaines croyances qu'on a pu avoir à travers les autres, à travers la société, etc. Mais n'oubliez pas que quel que soit votre choix que vous mettez en place, ça vous appartient. Ça n'appartient pas aux autres. Si les autres apportent une valeur quelconque pour vous dire non c'est comme ça, non c'est comme ci, tu devrais pas faire comme ça, ils peuvent vous apporter un conseil ou un éclaircissement. Mais tous les chemins sont différents. Chaque cadre familial est différent et est peut-être juste pour celui de gauche comme pour celui de droite.
bien qu'il soit différent. C'est apprendre à être le plus juste envers soi-même. C'est être le plus juste dans nos choix, dans nos attitudes. De savoir si là, c'est juste ou si là, je suis dans une émotion à laquelle je suis rattachée parce que je suis identifiée à mon ego. S'observer, prendre de la hauteur, c'est avoir plus de clarté, de lucidité. Ça nous permet de nous recentrer. Et ce n'est surtout pas avec la peur en mettant des cadres ou des limites, ou à cause de notre manque d'amour par rapport à notre adolescent, qui fera avancer les choses plus vite. Parce que là aussi, on a peur du manque d'amour, on a peur de ne plus être le centre de leur monde. Regardez votre enfant, pas dans l'apparence. Regardez plus loin, plus haut, plus profondément. Et surtout pas avec votre ego et avec votre cœur. Je vous laisse méditer sur cette première partie, sur ce sujet en tout cas, et je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie et donc la suite de ce podcast. À bientôt!